Moi je soupçonne que c'est un petit peu une indigence intellectuelle. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que j'avais dit que je ne commenterai pas plusieurs fois la vidéo d'une même personne. Et j'en suis à la 4e vidéo de Jean-Michel Cohen. Mais à ma décharge, vous l'avez réclamé. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. La Paulina, première du nom, me l'a réclamé à corps et à cri et elle avait l'air très énervée. J'ai donc décidé de céder à votre demande et de commenter cette vidéo et en plus, je pense que je vais être là où vous ne m'attendez pas parce que il n'est vraiment pas sûr que je ne sois pas d'accord avec Jean-Michel Cohen à la fin. Entendons-nous bien, on n'est pas là pour faire des procès d'intention à Jean-Michel Cohen. Le titre de la vidéo c'est 8 signes qui montrent que tu manges trop gras. L'objet de la vidéo donc n'est pas de dire si c'est bien ou mal de faire une diète cétogène, s'il vaut mieux faire une diète occidentale ou faire une diète cétogène. L'objet est de dire 8 signes que tu manges trop gras, trop par rapport à quoi? Ben, juste par rapport à toi. Enfin, moi, ce que je comprends du titre, c'est ton corps te donne des signes que tu manges trop gras, et peut-être qu'il faut les écouter ou essayer de les comprendre. Et donc l'enjeu de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de voir si ces fameux signes sont pertinents. Est-ce qu'ils sont vraiment des signes que l'on mange trop gras, que ce soit par rapport à une diète occidentale, et c'est vite arrivé en diète occidentale de manger trop gras, parce que je rappelle que on essaye de faire passer la diète occidentale pour une diète équilibrée où on mange de tout, mais en fait c'est très déséquilibré en faveur des glucides, et c'est très restreint du côté des matières grasses. Mais en tout cas, si ces signes sont relatifs à la personne et pas à la diète, ça veut dire qu'ils peuvent s'appliquer en diète cétogène ou en diète occidentale. Donc moi je suis très impatiente de regarder cette vidéo et si vous aimez ce genre de format, je vous invite à me laisser un like. C'est difficile d'apprécier son alimentation et pourtant il y a des signes qui peuvent vous montrer par exemple que vous mangez trop gras. Je vais vous les donner tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. J'y vais! Manger trop gras, est-ce que c'est un problème? Alors ça dépend des périodes, vous savez, il y a des périodes où les gens conseillent les régimes sans sucre, des périodes où les gens conseillent des régimes sans graisse. Ces derniers temps, on avait un régime qu'on appelait le régime cétogène ou régime keto, ça faisait plus chic, mais en fait qui était un régime basé essentiellement sur les matières grasses. Il y a quand même des réalités, certains s'évertuent à les contester, c'est qu'un excès de consommation de matières grasses finit par poser un problème. Alors les problèmes les plus fréquents, c'est la montée des graisses qui circulent dans le sang, type le cholestérol, particulièrement le cholestérol, pas le triglycéride. Alors ça c'est bizarre parce que il avait dit dans sa dernière vidéo que il n'y avait pas de problème et qu'il en était le premier étonné. Et je rappelle, je suis désolée de m'arrêter si tôt dans la vidéo, que pour regarder et pour prévoir les risques de maladies cardiovasculaires, on ne regarde pas juste le cholestérol, on fait un ratio du cholestérol HDL et des triglycérides. Donc il vient de le dire lui-même, les triglycérides n'augmentent pas, en fait elles diminuent. Donc c'est un très bon signe que le cholestérol augmente et que les triglycérides diminuent parce que le ratio va être meilleur. Mais je comprends pas pourquoi il dit ça alors que la dernière fois il a dit que justement la diète cétogène ne posait pas de problème. Je soulevais aussi que je comprends pas pourquoi on parle à l'imparfait de la diète cétogène comme si elle était aux oubliettes. Mais bon, voyons. L'augmentation du risque cardiovasculaire, je ne comprends pas qu'il y ait des gens encore qui contestent ça, alors que la quasi-totalité des publications vraiment scientifiques, pas les trucs ragots. Ah, merci pour les trucs ragots. La troisième chose, c'est que la graisse, qu'on le veuille ou non, les produits gras ou la graisse, c'est quand même des produits qui contiennent 9 calories au gramme, donc il n'y a rien de mieux pour faire grossir les gens. Bah oui, quand on prend le système des calories, oui. C'est qu'il y a une relation réelle entre manger trop gras, j'ai pas dit manger un peu de graisse, j'ai dit manger trop gras et l'apparition éventuelle des cancers. Donc c'est vachement important. Ah bah alors je suis contente parce que c'est vrai que la littérature parle quand même beaucoup de l'inverse, mais en fait ce que vient de dire Jean-Michel Cohen n'est pas dans l'absolu faux, c'est juste que c'est décontextualisé. Si vous mangez beaucoup de graisse dans le contexte d'une diète occidentale, oui vous allez causer des problèmes. Je vois pas vraiment pourquoi vous causeriez plus de problèmes de cancer que ça, et d'ailleurs on s'est bien gardé de nous donner l'explication. C'est certainement dit dans la vraie littérature scientifique, contrairement aux études ragots. Ce qui est insupportable, c'est cette manière de faire des généralités et de ne pas tenir compte du contexte. Le contexte d'un métabolisme cétogène n'est pas celui d'un métabolisme qui fonctionne avec du sucre. Mais encore faut-il comprendre comment fonctionne le métabolisme. Quand on ne comprend
que les calories, forcément c'est quelque chose qui vous passe largement au-dessus. Il y a vraiment des différences entre les graisses. Alors il y a 3 catégories de graisses, on considère 4 même, les acides gras saturés, les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées, qu'on a besoin de certaines graisses saturées, en particulier de l'acide butyrique, mais ça contrebalance pas l'effet négatif d'une consommation excessive d'acides gras saturés. On a une 4e catégorie. Encore une fois, hein, je vous renvoie à ma vidéo sur la question. La vidéo sur l'huile de coco était basée justement sur que les matières grasses saturées, c'est mauvais pour la santé en général. Alors que ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, c'est que dans un contexte de diète occidentale, oui, les graisses saturées à outrance poseront des problèmes. Ils ne peuvent pas poser de problème dans le contexte d'un métabolisme cétogène. Vous la verrez moins apparaître parce qu'il y a quand même une régulation des autorités de santé qui a été bonne. C'était les acides gras trans qui étaient vraiment hyper dangereux pour la santé. Mais a priori, il y en a de moins en moins, donc je ne m'en soucierai pas. On notera avec les émoticônes que les acides gras saturés sont placés sur le même plan que les acides gras trans. Ça fait un peu peur, sachant que le pélo est médecin. Pour vous faire une répartition simple, les graisses saturées, vous les trouvez essentiellement dans les produits issus de l'animal, c'est-à-dire notamment dans les produits laitiers, les viandes grasses, les compositions à partir de produits laitiers, type les viennoiseries, autres gâteaux et plaisanteries de ce genre, et bien sûr de façon brute, sous forme de beurre ou de margarine par exemple. Aujourd'hui, je suis désolée, mais dans les viennoiseries, les pains au chocolat, croissants et consorts, c'est très rare maintenant qu'il y ait du beurre. C'est même mentionné quand il y a du beurre comme un argument de poids, parce que la plupart du temps, ils vous foutent justement des polyinsaturés parce que c'est beaucoup moins cher. Ou d'huile de très mauvaise qualité. Vous vous souvenez du combat qu'on a mené contre l'huile de palme et que nous, les consommateurs, on a gagné. Les graisses monoinsaturées ou polyinsaturées, elles proviennent en général des graisses végétales ou de temps en temps d'émulsions de graisses végétales, comme par exemple la margarine. Et ces graisses sont assez bonnes pour la santé, de la même façon que les graisses que vous allez trouver dans des produits d'origine animale, mais par exemple comme les poissons, donc qui viennent de la mer, sont des graisses de bonne qualité. Et après, à partir de ces graisses, tout ce qui va apparaître dans les aliments qui contiennent l'un ou l'autre de cette nature de graisse posera le même problème que la graisse à son état naturel. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas d'explication? Pourquoi on ne nous explique rien? Pourquoi, en fait, les graisses polyinsaturées et monoinsaturées qui viennent des sources végétales sont supposées être bonnes? Pourquoi celles qui viennent des matières grasses animales sont diaboliques, sauf le poisson? Comment ça se fait que rien n'est expliqué? Moi, j'ai plutôt un argumentaire de l'inverse. La majorité des graisses de sources végétales, à part les monoinsaturées ou à part l'olive, où c'est des oméga 9, mais l'écrasante majorité de ce qui reste, c'est beaucoup de polyinsaturés, d'oméga 6. Pourquoi ces huiles-là, elles sont plus embêtantes que les autres? Parce qu'elles sont instables. Elles sont très instables dans leur composition, c'est catastrophique quand on les chauffe, leur point de fumée est très bas. Parce qu'elles ne sont pas saturées justement, mais polyinsaturées, elles se dénaturent très vite. Et même quand on les chauffe pas, le corps le métabolisme ne reconnaît pas ça, puisque ce n'est pas la graisse qu'il stocke. La graisse que vous stockez, la graisse qui est en vous, c'est majoritairement de la graisse saturée. Il sait comment la stocker, il sait comment la mobiliser, il sait comment l'oxyder, il sait comment la métaboliser. Ce n'est pas le cas quand vous consommez des polyinsaturés. Et les gens qui ont consommé des diètes riches en polyinsaturés et qui cherchent à détoxifier après pour perdre du poids, ça met des années. Ça peut prendre jusqu'à 4 ans. Où votre poids peut être bloqué et que vous n'arrivez rien à faire sur le plan métabolique parce que vous avez trop emmagasiné de polyinsaturés, qu'elles sont stockées dans vos tissus et que vous ne pouvez pas les déstocker. Et vraiment, si vous voulez apprendre là-dessus, comprendre comment ça marche, allez lire les ouvrages de Kate Shanahan. Elle explique très bien comment tout cela fonctionne. Je te les conseille, Jean-Michel, si jamais tu veux apprendre un moment, si t'en as marre des calories. On va regarder les signes qui vous permettent de savoir que vous mangez trop gras. En premier lieu, évidemment, c'est les analyses biologiques. C'est-à-dire votre médecin vous fait doser les graisses dans le sang et en particulier le cholestérol. Je mets les triglycérides à part parce que les triglycérides, quand ils sont simplement élevés, c'est souvent une consommation de sucre, d'alcool ou des deux en même temps. Mais essentiellement le cholestérol, vous avez une augmentation du cholestérol, ça signifie pas que c'est un problème, mais par contre ça peut signifier que vous mangez trop de graisse ou que vous en fabriquez trop. Ce qu'il va falloir regarder, c'est la composition de ce cholestérol, s'il est bon ou mauvais, ça c'est à votre médecin de le voir. Le cholestérol est un signe de consommation excessive de graisse, c'est pas le seul et c'est pas non plus excluant d'autres raisons.
En fait, ce qui est très énervant, c'est que pour argumenter, on part du dogme qu'il y aurait une quantité de matière grasse à ne pas dépasser. Donc en fait, on part du dogme que tout le monde devrait consommer une diète occidentale limitant les graisses. Or, c'est faux. Nos ancêtres ont, pendant des milliers d'années, consommé des diètes riches en gras et faibles en glucides. Probablement qu'ils avaient des taux de cholestérol élevés, mais probablement aussi qu'ils avaient des taux de triglycérides bas. Et c'est une erreur de mettre les triglycérides à part, c'est n'importe quoi, parce que justement, on les analyse en rapport l'un à l'autre. C'est normal d'avoir le cholestérol qui augmente en diète cétogène. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et dans des articles de blog. Ce qu'on attend, c'est que le cholestérol HDL monte et que les triglycérides diminuent. C'est possible aussi que le LDL monte. Il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais cholestérol. La nature et notre corps a besoin des deux pour transporter les matières grasses dans un sens et dans l'autre. C'est pas parce qu'il y a un des deux qui transportent les matières grasses vers la sortie et l'autre vers les cellules, que l'un est bon, l'autre est mauvais. Nous avons besoin des deux, notre corps a besoin des deux. Donc il n'y a pas vraiment de mauvais cholestérol. Le problème, c'est que dans le cholestérol LDL, celui qu'on appelle le mauvais, il y a deux types de particules et que sur ces deux types de particules, si on les appelle A et B, il y en a une des deux qui est plus sensible à l'oxydation. Et que si vous avez une diète qui est inflammatoire, si vous consommez beaucoup d'alcool, beaucoup de glucides, que vous avez de l'inflammation pour d'autres raisons dans le corps, ces particules-là risquent de s'oxyder. Et ça peut être embêtant. Mais le cholestérol en soi n'est pas un problème quand il n'est pas dans un contexte inflammatoire, ce n'est pas le cholestérol qui fabrique la plaque. Et ce qui est énervant, c'est que c'est facile de faire peur aux gens avec le cholestérol et quand on sait que justement les gens ne savent pas et que le mot cholestérol leur fait peur. Mais là où je vais nuancer mon propos et rejoindre Jean-Michel Cohen, parce qu'il faut toujours recontextualiser, c'est important, une personne qui serait en diète occidentale avec des triglycérides moyennes à élevés et qui verrait son cholestérol augmenter, là ce serait un problème et effectivement il faudrait s'inquiéter parce que son ratio cholestérol-triglycérides risquerait de ne pas être bon. Le problème c'est que la plupart du temps on croit que c'est un signe de surconsommation de graisse et en vérité c'est un signe de surconsommation de graisse et de surconsommation de glucides parce que c'est la consommation de glucides qui fait élever les triglycérides et c'est le fait d'avoir des triglycérides élevés qui peut vraiment poser problème au métabolisme. La deuxième chose, c'est les fatigues après le repas. Les gens qui se sentent fatigués après le repas démontrent assez rapidement qu'il y a une forte consommation de graisse. L'explication, elle est simple, c'est que le temps de digestion des graisses est plus long que pour d'autres produits, donc ça mobilise votre corps, et donc de ce fait, vous avez une sensation d'assoupissement, de fatigue qui peut se révéler, et là, vous devez vous inquiéter de savoir si vous ne mangez pas trop de graisse. Je suis étonnée de cet argument parce que de tous les gens que je reçois en coaching, c'est une question que je pose beaucoup, la question de l'assoupissement après le repas. La quasi-totalité des gens me disent « Avant, j'avais vraiment un gros coup de barre après manger, et maintenant, je ne l'ai plus ». Donc je trouve ça étonnant parce que y a de fortes chances qu'en diète cétogène ils mangent beaucoup plus de gras qu'avant et moi je pense que c'est plutôt l'inverse, je pense que c'est le fait de manger beaucoup de glucides et d'avoir un gros pic de glycémie et puis ensuite la glycémie qui redescend voire qui fait une hypoglycémie, ça va demander beaucoup d'énergie à l'organisme et ça risque de provoquer des assoupissements. Donc je suis très étonnée de son argument pour ne pas dire que je ne suis pas d'accord. Après j'entends qu'effectivement les matières grasses ça se digère plus lentement que les glucides. C'est ce qui fait aussi que ça ralentit les montées de glycémie. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais constaté ça. Les seules fois où je l'observe, c'est quand je vais par exemple au restaurant et que je mange beaucoup trop de protéines par rapport à d'habitude. Admettons, on me sert une entrecôte qui fait 250 grammes et comme elle est très très bonne, je décide de la manger. Bon voilà, je sais que ça fera monter ma glycémie, etc. Mais je l'assume. Et en fait, à chaque fois, ça loupe pas. Et je me trouve avec un gros coup de barre après manger que je n'ai jamais. Donc en fait, vraiment, je trouve ça très douteux comme argument. Et en tout cas, à l'épreuve de l'expérience empirique, ça ne passe pas du tout. C'est un signe plutôt digestif, c'est quand vous avez des sels qui vont flotter à la surface de votre cabinet de toilette. Ça veut dire vous allez aux toilettes, en général nous les Français on aime bien regarder, et si vos sels flottent, en général c'est qu'il y a des matières grasses à l'intérieur parce qu'elles ne peuvent pas se mélanger avec de l'eau et vous avez ce signe, donc ça veut dire que vous mangez trop de graisse. Donc c'est un signe important et intéressant qui doit amener à une réflexion sur la façon dont vous mangez.
Oui, tout à fait d'accord. Je ne vais pas redire ce qu'il a dit. Clairement, c'est vrai qu'en coaching aussi, je demande toujours aussi comment sont les selles quand on augmente les matières grasses. Et c'est vrai que au début, quand on augmente les matières grasses, le corps est pas prêt. Le corps a pas assez d'enzymes digestives, a pas assez de sels biliaires. Toute la machine qui sert à digérer le gras n'est pas prête à digérer autant, puisqu'avant elle digérait très peu en diète occidentale de matières grasses. Donc il y a un temps d'ajustement. Et c'est vrai que du coup, pendant ce temps d'ajustement, ça va dérégler le transit et le corps comprend pas. Normalement, ça s'ajuste, normalement, et c'est même un signe d'adaptation. Au bout de 3-4 semaines, ça commence à se réguler. Et si ça ne se régule pas, parce que ça arrive, c'est que justement, vous mangez trop gras par rapport à ce que votre corps est capable de faire. Et ça veut dire qu'il y a certainement une insuffisance. Alors là-dessus, si vous vous posez cette question, j'ai écrit un article sur mon site qui s'appelle « Je n'arrive pas à digérer les matières grasses » et on fait le tour des 5 causes principales. Vous pouvez avoir des problèmes d'acidité gastrique, d'insuffisance enzymatique, d'insuffisance au niveau de la vésicule biliaire, d'insuffisance au niveau du foie ou au niveau des intestins et d'avoir de la porosité intestinale. Toutes ces choses-là peuvent faire que vous digérez mal les matières grasses et les absorbez mal et du coup elles ressortent dans les selles et c'est pour ça qu'ils peuvent être flottants ou alors qu'ils peuvent être trop clairs ou alors qu'ils peuvent être carrément liquides. C'est pas un signe que vous mangez trop gras dans l'absolu, c'est signe que dans le processus de digestion il y a quelque chose qui ne suit pas et c'est bien, comme il le dit, de regarder de plus près parce que il faut aller voir qui et quoi et comment. Le 4e signe, c'est facile à comprendre, c'est les troubles de la digestion. Vous mangez, et puis vous ballonnez, vous avez une sensation de pesanteur gastrique, etc. C'est rarement les végétaux qui contiennent beaucoup d'eau, rarement les protéines, rarement le sucre, même si c'est pas parfait d'en manger énormément, mais c'est souvent la consommation de matières grasses qui donne cette sensation de mauvaise digestion. Là aussi, c'est un signe qui doit vous appeler. C'est pas forcément tout le temps les matières grasses. Si vous avez un problème d'acidité gastrique, les protéines vont être difficiles à digérer et vous proposer les mêmes sensations. Si vous avez de la réactivité à l'histamine, n'importe quel aliment des 3 catégories peut vous provoquer la même chose. En fait, c'est pas un signe que vous mangez trop gras ou que vous digérez pas les matières grasses. C'est un signe que dans votre système digestif, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À l'étape de l'estomac, à l'étape de l'intestin, à l'étape du foie, à l'étape de la vésicule biliaire, à l'étape du pancréas. Vous voyez, c'est un peu réducteur de dire ah ben non, bah c'est les matières grasses. Je suis désolée, mais si vous êtes intolérant au gluten et que vous enlevez les matières grasses, ça fera rien et vous serez toujours intolérant au gluten et vous aurez toujours très mal au ventre quand vous mangez. Les troubles du sommeil. En fait, les troubles du sommeil peuvent être un reflet d'une consommation excessive de graisse. Pourquoi ? Parce que simplement, les troubles du sommeil vont mobiliser plusieurs choses. Temps de digestion difficile, pesanteur gastrique, difficulté à s'endormir à cause de la montée de la température qui est la conséquence de la digestion. Donc, vous avez des troubles du sommeil, questionnez-vous sur votre alimentation. D'ailleurs, je vous ferai remarquer une petite chose. Les gens qui suivent un régime vous disent assez régulièrement, depuis que je suis un régime, j'ai un meilleur sommeil. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir compris la fin. J'ai pas envie de remettre en arrière, ça me saoule. Ça me saoule cette vidéo. Non, mais je pense que quand on a des troubles du sommeil, la première question à se poser avant de se demander si on mange trop gras, c'est à quelle heure je mange. En fait, c'est vrai que c'est pas la même chose de manger une soupe que de manger un plat avec des protéines et du gras. En temps de digestion, c'est pas la même chose. Si vous mangez une soupe, vous pouvez vous permettre de la manger très peu de temps avant d'aller vous coucher. Si vous mangez gras et protéiné, vous ne pouvez pas. Donc la question, c'est pas est-ce que je mange trop gras, c'est à quelle heure je mange. Ce n'est pas possible quand on fait un repas en diète cétogène de manger 1 heure avant d'aller se coucher. C'est catastrophique parce que vous allez être en train de digérer à l'heure où vous devez dormir, à l'heure où vous devez aller en sommeil profond, à l'heure où l'organisme doit se détoxifier, se réparer. En fait, à l'heure où vous êtes censé faire des trucs hyper importants pour votre corps, votre réparation, votre santé, vos hormones, vous êtes en train de digérer et ça, ce n'est pas possible. Mais en fait, il faut recontextualiser encore une fois. Si vous mangez au dernier moment avant d'aller vous coucher, oui, il vaut mieux manger une soupe. Si vous mangez un vrai repas, il vaut mieux le manger au moins 4 heures avant l'heure où vous allez vous coucher. Donc si vous allez vous coucher à 22 heures, ce que je vous recommande toujours, ou avant, eh ben faut manger vers 18 heures. Et je sais, c'est compliqué, mais vous m'avez vu d'innombrables fois dans mes vidéos ou dans mes vlogs chercher des solutions pour résoudre ça, parce que personnellement, je ne mange pas avant d'aller me coucher pour ne pas sacrifier la qualité de mon sommeil. Toujours pour le même procédé de digestion, les renvois et le reflux gastrique,
ça veut dire ces brûlures que vous ressentez après un repas, en fait c'est le fait que les graisses vont stagner longtemps dans l'estomac ou qu'elles provoquent une sécrétion trop grande d'acide chlorhydrique et fatalement vous avez une espèce de reflux, une espèce de renvoi et ça vous complique votre digestion. Ce qui est embêtant là-dedans, c'est qu'on est en train de dire on a de l'acidité gastrique ou du reflux ou des brûlures d'estomac parce qu'on mange trop gras. On n'est pas en train de se demander mais comment ça se fait que j'arrive pas à digérer les matières grasses? Est-ce que j'aurais pas déglingué les choses dans le passé? En fait, on fait des choses au cours de notre vie qui posent des problèmes et on se remet jamais en question. Et c'est au moment où ça dysfonctionne qu'on dit ah ben non mais là j'ai mangé trop de gras. Ben non, mais en fait il y a des choses, les choses qu'on fait ne sont pas sans conséquences sur notre corps. Le pH de l'estomac, c'est quelque chose qui est absolument primordial pour pouvoir digérer les protéines, aussi les matières grasses, mais en premier les protéines. Si, quand vous essayez de monter vos matières grasses, vous avez des problèmes de reflux, des problèmes de brûlure d'estomac, ce n'est pas forcément parce que vous mangez trop gras, c'est parce que vous avez causé des dérèglements. Maintenant, c'est pas des choses qui sont irréversibles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur cet article dont je vous parlais, que je vous montrais en barre de description. Mais je pense pas que ça soit une bonne chose, dès qu'on a un truc qui dysfonctionne, de dire ah bah ça c'est la faute du gras. Je trouve ça un petit peu facile. Bon, évidemment, j'ai mis de côté les maladies. Les maladies, c'est plus un signe. Les maladies, c'est un état. Donc, ne me dites pas, oui, il n'a pas dit que l'infarctus du myocarde, il n'a pas dit que... Non, les maladies, c'est autre chose. Donc ça, c'est des vrais signes. Je pourrais rajouter une mauvaise circulation sanguine. Une mauvaise circulation sanguine, en fait, c'est la traduction d'un déséquilibre dans les nutriments que vous apportez à votre alimentation. Il n'y a pas que ça, mais ça existe. Et ça peut être le signe d'une trop forte consommation de graisse. Alors, j'aurais bien aimé qu'ils développent et qu'ils disent pourquoi. Parce que là, du coup, je suis un peu frustrée de pas savoir. Personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui avait de gros problèmes depuis que je suis ado. J'ai toujours eu des problèmes de circulation et notamment dans les extrémités, c'est-à-dire que dans les mains et dans les doigts. Donc, j'ai le syndrome de Raynaud. C'est, vous savez, quand les doigts ils deviennent tout blancs parce qu'il n'y a plus de sang qui circule. Et c'est vrai que depuis que je mange cétogène, ça n'a pas disparu, mais ça s'est beaucoup amoindri. Ça s'est bien amélioré. Pareil, j'ai toujours eu un peu un problème de circulation au niveau des jambes qui s'est bien amélioré, j'ai pas la circulation parfaite, mais qui s'est vraiment bien amélioré depuis que j'ai changé de diète. Du coup, je suis un peu frustrée par son argument, j'aimerais comprendre le fonctionnement. Alors peut-être qu'il parle, encore une fois, de trop gras dans un contexte de diète occidentale. On ne le saura pas puisque ça n'a pas été explicité. L'acné, de temps en temps, c'est aussi lié à un excès de consommation de graisse. Et là, ça doit vous alerter. C'est pas systématique. Il y a d'autres types d'acné. Mais quand vous avez un acné qui ne cède pas, questionnez-vous sur votre consommation et regardez si vous ne mangez pas trop de graisse par hasard. Mais c'est bizarre en fait. Je suis totalement d'accord avec Jean-Michel Cohen que quand on a de l'acné, il faut complètement se demander si l'alimentation n'est pas pour quelque chose, mais pourquoi ça serait les graisses. Je me rappelle à l'époque où je faisais du coaching en diète paléo, j'avais lu une étude donc sur des ados où quand en fait ils arrivaient à faire une diète paléo stricte qui retirait les produits laitiers, qui retirait le gluten, qui retirait les prolamines des céréales, et bah d'un coup ils avaient plus d'acné, mais c'était un peu drôle parce que le livre concluait que cette diète était trop difficile à tenir, notamment pour des ados, et que bah du coup en gros il n'y avait pas de solution. Mais en fait, moi j'ai tout plein d'exemples de parents que j'ai eu en coaching qui ont fait essayer à leurs enfants d'enlever par exemple les produits laitiers, d'enlever le pain, d'enlever le gluten, d'enlever les choses comme ça, et ils constatent totalement des bienfaits au niveau de l'acné. Et souvent en fait, même s'ils tiennent pas cette diète sur le long terme parce que pour les contraintes qu'on sait, bah en fait quand ils sentent qu'ils ont trop d'acné, ils ont tendance à y revenir. Maintenant, l'acné c'est pas juste une histoire de glucides ou une histoire de matière grasse, c'est aussi une histoire hormonale. C'est pas toujours l'alimentation, mais si on parle d'alimentation, là je suis fermement opposée à l'argument de Jean-Michel. La diète cétogène, c'est vraiment un truc où on le voit sur la peau que ça s'améliore. Moi c'est la première chose que les gens m'ont dit, parce que personnellement, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis, ça fait bientôt 7 ans que j'ai ma chaîne, j'ai jamais perdu de poids. Les gens ne m'ont pas vu perdre du poids. Par contre, ils ont tout de suite vu que sur ma peau, c'était mieux. J'ai écouté un médecin étranger, un anglo-saxon, qui a dit quelque chose qui était assez intéressant, un signe assez atypique. Il disait que l'excès de consommation de graisse pouvait donner des douleurs à l'épaule droite, c'est pas idiot,
il pouvait donner des douleurs sous la cage thoracique droite. Alors c'est pas idiot parce que ça concerne la vésicule biliaire, donc c'est pas idiot. Et il disait sous un muscle qu'on appelle le muscle rhomboïde. Je vais pas rentrer dans l'anatomie, mais pour vous repérer, c'est au niveau de l'omoplate, un peu plus bas que l'omoplate, donc et un peu à droite. Et ce rhomboïde, en fait, il pourrait être la traduction d'une alimentation trop grasse. Bon, je vous le dis parce que c'est un médecin que j'estime, donc je pense qu'il peut avoir raison. Mais alors moi aussi je suis intéressée, mais pourquoi on me dit pas pourquoi ce muscle et pourquoi l'omoplate? La vésicule biliaire, j'entends bien. Moi je pense qu'il faut plutôt justement se poser la question de la santé de notre vésicule biliaire et de se demander pourquoi elle est plus capable de dégrader les matières grasses. Mais voilà, je suis un peu du coup frustrée sur l'histoire du rhomboïde et de l'épaule parce que je m'y connais pas assez bien en anatomie pour savoir ce qu'il a voulu dire et j'aurais aimé savoir. Je pense que c'est un petit peu facile de dire toujours ah bah non mais je vais pas vous en expliquer ici sous prétexte de n'avoir pas le temps. C'est quand même une vidéo qui dure 7 minutes et quelques. On avait peut-être le temps de passer 2-3 minutes à expliquer pourquoi. Moi je soupçonne que c'est un petit peu une indigence intellectuelle. L'inconvénient de manger trop gras, c'est quoi? Risque de maladies cardiovasculaires, risque d'obésité, risque de favoriser les cancers, et puis mauvaise digestion, mauvais équilibre alimentaire, pas au top de votre forme. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mes amis. Si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires et même des critiques, et vous parlez aux gens de la communauté pour donner vos conseils. À bientôt, les amis! Encore une fois, moi je suis pas complètement contre cette liste, mais je pense qu'elle demande à être contextualisée et explicitée, c'est-à-dire dire d'accord pour ces signes, mais dans le cadre d'une alimentation riche en glucides, dans le cadre d'une diète occidentale. Après, c'est vrai qu'il ne l'explicite pas parce que son public c'est majoritairement des gens qui mangent une diète occidentale. Et de la même manière que moi je n'explicite pas un grand nombre de choses que je dis sur ma chaîne parce que je sais que les gens qui regardent sont des gens qui suivent une diète cétogène. Donc on pourrait me faire la même critique sur certaines choses que je dis, hein. Donc, sa liste de signes concerne majoritairement les gens qui pourraient avoir qui auraient une diète occidentale. Et deuxièmement, je pense que ça nécessiterait quand même d'être plus explicité. Parce que là, c'est un peu, je vous balance des trucs, ça c'est dangereux, ça c'est pas bien, ça faut pas le consommer, et là vous allez avoir des maladies mortelles. Mais rien n'est expliqué, on prend pas le temps de nous dire, c'est un petit peu quand même prendre les gens pour des imbéciles. Alors, je sais pas exactement qui est le public de la chaîne de Jean-Michel, mais je pense qu'ils ont peut-être eux aussi le droit de savoir pourquoi ils devraient pas manger ci ou ça. En tout cas, bon, merci à ceux qui m'ont tagué dans cette vidéo et merci à la Paulina de m'avoir demandé de la faire parce que c'était quand même intéressant. Je voudrais quand même rappeler que la raison pour laquelle moi j'aime bien les faire ces vidéos, c'est pas tellement pour m'antagoniser quelqu'un, c'est plus parce que on est minoritaire, extrêmement minoritaire dans notre société aujourd'hui à suivre une diète cétogène et quand on en parle aux gens, on se heurte à des assertions, des critiques qui sont complètement foutues à l'emporte-pièce. Ça c'est dangereux, ça tu vas avoir des maladies cardiovasculaires. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui se trouvent sur le moment pris de court et qui ne savent pas argumenter. Donc rappelez-vous toujours que pour argumenter, il faut recontextualiser et demander à la personne de quel contexte métabolique tu parles. Et en fait, quand vous allez lui poser cette question, vous allez voir que déjà elle comprend pas la moitié des mots et qu'elle va pas pouvoir. Est-ce que tu parles de quelqu'un dont le métabolisme est brûleur de sucre ou est-ce que tu parles de quelqu'un dont le métabolisme est brûleur de gras? Est-ce que tu sais les différences? Est-ce que tu sais ce que ça donne sur l'un, ce que ça donne sur l'autre? Et juste le fait de recontextualiser comme ça va vous permettre de comprendre très simplement que ce qu'elle dit ne s'applique pas à votre diète parce que cette personne ne sait pas comment fonctionne un métabolisme cétogène. Et moi j'espère que ces vidéos, elles vous donnent des arguments, elles vous permettent de retenir le mécanisme intellectuel qui permet de débunker ce genre d'idiotie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ce serait sympa de lui donner un like et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.